Bonjour à tous, bienvenue à Franchise Expo Paris. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière journée de salon qui, j'espère, se passe parfaitement pour vous. Et pour clôturer notre parcours grand témoin avec des témoignages d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Feuillette, entrepreneur, franchiseur et fondateur de l'enseigne Feuillette, entre autres. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir que je te reçois sur notre plateau de l'Agora. On se connaît bien, on va le dire en préambule. On a déjà beaucoup échangé dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de revenir sur ton parcours, sur comment tu es devenu entrepreneur, alors que tu ne t'es pas du tout destiné à entreprendre. Tu n'es pas issu d'une famille d'entrepreneurs. La première question, elle va être simple. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de passer du salariat, tu étais pâtissier, à chef d'entreprise en reprenant une entreprise? Alors je pense bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis je vais essayer de vous faire part de mon parcours qui est un peu différent de certains entrepreneurs de la boulangerie, parce que c'est vrai que moi, il y en a qui me disent souvent que je suis issu du métier. C'est vrai, je suis issu de l'apprentissage. Donc mon parcours n'est pas forcément celui d'autres entrepreneurs du secteur. Ils me disent toujours qu'ils sont impressionnés, mais moi c'est plutôt l'inverse. Je me dis, mais eux, ils ont fait comment pour être patron de groupe de boulangerie sans être du métier? Donc c'est l'inverse. Alors je pense que au départ, ça vient. Alors, pourquoi je reviens sur ta question, pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? Je pense que ça vient d'abord d'un de mes défauts, c'est que je suis impatient. Et mon dernier poste, je le tenais au Georges V. J'étais chef de parti et j'avais deux solutions. C'est où je continuais pour essayer de prendre un poste de chef. Alors, j'admirais l'école bleu-blanc-rouge, les meilleurs de France, ou bien quand j'étais au Georges V, ça faisait déjà issu de l'apprentissage, donc de 15 ans à mes 25 ans, on a déjà 10 ans de métier. Donc j'ai eu la possibilité, à un moment donné, de me lancer. Alors c'est vrai que se lancer quand on n'a pas d'argent, on se pose beaucoup de questions, mais tu m'as dit de raconter mes anecdotes. En fait, moi, j'y suis allé au bluff. En fait, j'avais vraiment pas de sous. J'ai revendu une petite voiture que j'avais qui devait valoir à l'époque 5 000 €. Et je suis allé un peu au bluff aux banques. J'ai dit que j'avais 20 000 € d'apport. Et puis finalement, ça a marché. Et j'ai réussi à reprendre. J'ai démarré évidemment tout petit parce que j'ai cherché la boulangerie la moins chère qui existait et je me suis lancé en reprenant une petite boulangerie-pâtisserie. Et puis, il faut dire que j'aime un peu, pour moi, l'entrepreneuriat, finalement, j'avais pas le choix parce que pour moi, m'imposer un cadre, c'était un peu difficile. J'ai connu le fait d'être salarié. Quand vous avez envie de travailler 20 heures par jour, quand vous êtes salarié, c'est déjà plus compliqué. Alors que quand vous êtes patron, travailler 90 heures, 100 heures par semaine, ça ne pose pas de problème. Tu étais jeune à l'époque, enfin tu es toujours, hein, évidemment, merci, mais tu avais moins Camille, de 30 ans. Tu avais moins de 30 ans quand tu t'es lancé. Est-ce que la jeunesse a été une force ou plutôt un inconvénient? Voilà. Comment tu as perçu le fait d'être jeune et de te lancer jeune dans l'entrepreneuriat? Alors, la jeunesse est une qualité. Hein, j'estime pas être très très vieux, Camille, mais je pense que... Alors, si je dois dire une seule chose, je pense qu'il ne faut pas se lancer. S'il y a un conseil à donner, il ne faut pas vouloir entreprendre, en tout cas, ou se lancer dans la franchise pour la pire des raisons de se lancer. Je pense que c'est de vouloir gagner de l'argent. Voilà. Je pense que c'est la pire. Moi, je me suis lancé dans mon métier parce que, avant tout, j'étais passionné. Parce que vous ne pouvez pas travailler 90 heures par semaine si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites. Donc je sais qu'aujourd'hui, il y a des candidats à la franchise, il y en a qui ont envie de devenir franchiseurs. Je pense que, avant tout, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Je pense que si vous devez choisir une franchise, là évidemment, je ne sais plus combien d'exposants aujourd'hui, mais il y en a beaucoup dans tous les secteurs. Faut avant tout aimer ce que vous faites. Moi par exemple, moi qui ai dans ma garde-robe 20 t-shirts bleu marine, je ne peux pas me lancer dans du textile, c'était pas possible pour moi. Mais faut aller vers l'enseigne finalement qui vous ressemble. Je pense que c'est important. Tu t'es orienté vers une reprise d'une boulangerie, tu l'as dit, j'ai cherché la boulangerie la moins chère. Pourquoi ne pas être parti sur une création à l'époque?
Tout simplement parce qu'une création en boulangerie, c'est cher. Il faut investir déjà dans un local, rénover un local. Pour moi, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas les moyens de, faire de créer une boulangerie. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était évident. Je crois que j'ai repris une boulangerie qui faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai dû la racheter 80 000 euros. Et donc, j'ai fait quelques petits bouts de travaux et puis c'est parti comme ça. Comment se sont passés les débuts en tant que chef d'entreprise? Moins de 30 ans, aucune expérience dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Comment ça se passe? J'imagine qu'on rencontre quelques difficultés quand même. Alors compliqué évidemment parce que il faut tout faire. Moi j'étais tout seul en production. Alors j'avais un salarié, j'avais un seul salarié boulanger. Donc évidemment, faut savoir tout faire. Quand vous reprenez une entreprise, le responsable travaux c'est vous, le responsable communication c'est vous, faut savoir compter. Alors, une anecdote encore, c'est un truc tout bête, mais quand j'ai repris ma première boulangerie, je n'avais pas pensé au prix de vente de mes produits. Donc j'ai pris un papier, un stylo, enfin j'ai pris des bouts de carton au hasard. Donc vraiment quand vous démarrez dans l'entrepreneuriat, il faut être un peu le couteau suisse. Voilà. Comment t'ont accueilli les clients? Parce que c'est une reprise, donc il y a la passation. On a en tête évidemment l'ancien patron, l'ancienne façon de faire. Est-ce que ça a été simple de s'imposer auprès des clients? En fait, ça s'est très mal passé parce que j'ai repris une boulangerie qui était où le patron, qui s'appelait Monsieur Pain, ça ne s'invente pas, qui était qui était installé depuis 30 ans. Et tous les clients, le premier jour, j'avais mes convictions, c'est-à-dire faire de la baguette de tradition française, utiliser des bonnes matières premières. Je faisais mes gâteaux, j'avais envie, j'avais travaillé chez Pierre Hermé, donc pour moi, je voulais faire des macarons. C'était important d'imposer ma vision de la boulangerie-pâtisserie. Alors évidemment, ça s'est très mal passé parce que le premier jour, tous les clients m'ont dit « Ah ben non, mais moi je venais chercher la crêpe que me faisait monsieur, je venais chercher les gâteaux. » Et donc, en quelques semaines, il y a même j'ai été un peu même boycotté dans le quartier parce qu'ils m'ont dit, les clients, bah non, mais nous on veut que vous refassiez la même chose que mon prédécesseur. Et c'est là où il faut être courageux, il faut avoir des convictions parce que j'ai imposé ma vision de ma pâtisserie, j'ai imposé ma vision de la boulangerie et finalement en quelques semaines j'ai complètement renouvelé la clientèle, j'ai complètement changé de client et finalement c'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on croit, parce que moi je croyais en mon produit, j'étais sûr, je croyais en la qualité de mes matières premières et donc en quelques semaines on a complètement changé de clientèle et on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, on est passé à, je crois en 3 ans on a dû faire 400 000 euros de chiffre d'affaires. Mais après c'est beaucoup de sacrifices parce que alors j'habitais au-dessus de la boulangerie, j'avais 30 mètres carrés, donc on vit, je me souviens même quand je fermais la boulangerie le soir à 20h, il y avait des clients qui gueulaient dans la rue pour me dire vous pouvez pas me donner une baguette, voilà, donc c'est vraiment de l'investissement personnel. Je mangeais les quiches de la boulangerie, je crois que je prenais 300 euros de salaire. Donc en fait, c'est vraiment, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de l'engagement. C'est de l'engagement et du travail. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose où vous n'êtes pas passionné. Ça ne marche pas en fait. Tu parles de sacrifice, c'est ce qui peut faire peur aussi à beaucoup de candidats aujourd'hui qui sont dans la salle, de futurs entrepreneurs. Comment finalement les rassurer en leur disant « accrochez-vous, ça va fonctionner ». Voilà. Quel conseil tu pourrais leur donner pour éviter de lâcher le projet? Je pense que déjà, il faut avoir un vrai savoir-faire. Voilà. Faut pas chercher à copier. En fait, si vous copiez, ça ne marchera pas. En fait, faut vraiment chercher à faire. Alors, il y a des secteurs évidemment différents. Moi, je pourrais pas. Je l'ai dit, par exemple, agent immobilier, je ne saurais pas faire parce que je le ferais mal, parce que ça me plaît pas, ça me fait pas vibrer. Et voilà, moi j'ai toujours été un épicurien. J'aime le produit, j'aime les gâteaux encore aujourd'hui. Non, je pense qu'il faut aller. Si vous avez une idée, alors il y a des chefs d'entreprise qui ne viennent pas du secteur de la boulangerie. Je pense à un de mes confrères qui a révolutionné le marché de la boulangerie parce qu'il a eu des idées simples, claires. Lui, il a pris
il a pris des hommes produits qui savaient faire, parce que lui n'était pas boulanger de métier. Donc il s'est associé avec un boulanger de métier. Il a réussi à développer un réseau. Donc, Tu n'as pas repris une boulangerie en difficulté, c'était une boulangerie qui fonctionnait. Pourtant, tu arrives à faire x4, x3 en chiffre d'affaires en quelques années. Quelle a été ta recette? en fait, je l'ai dit, la boulangerie était tenue depuis 30 ans, donc faire toujours les mêmes produits. Et à un moment donné, on ne peut pas, si vous écoutez tous vos clients, moi je pense que dans nos métiers, c'est important de faire des produits de qualité et des gammes courtes, voilà, parce qu'il faut savoir soigner son produit. Tu me demandais les conseils? Quelle a été la recette pour réussir à multiplier le chiffre d'affaires d'une entreprise qui fonctionnait et finalement tu l'as fait fonctionner encore mieux et tu la développes? En fait, j'ai apporté déjà un produit qui... Alors moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sortais de chez Pierre Hermé et j'ai apporté quelque chose qui ne se faisait pas en province à cette époque-là. Donc 2 choses, le macaron qu'on trouvait qu'à Paris. Et la deuxième chose, j'ai tout de suite voulu imposer des farines biologiques. Enfin, à l'époque où je me lance, c'était un peu novateur. On ne voyait pas toutes ces baguettes de tradition française, tout ça. Donc On est en quelle année à cette époque-là quand tu reprends en 2009? J'ai l'impression d'être vieux là sur le coup, là, mais 2005. 2005. Face à ce succès, tu décides de te développer en reprenant ou en créant d'autres boulangeries dans la région à côté de Blois, puis en élargissant le périmètre. Comment tu vis ce développement? Alors en fait, la bascule, ça a été, à l'époque là, j'avais des apprentis. Alors je fais x4, donc j'avais embauché, j'étais entouré d'apprentis. Et il y avait quand même un esprit d'équipe. Et j'ai voulu vraiment conserver les gens qui travaillaient avec moi. Et j'ai créé une première boulangerie dans le but de mon apprenti, le passer chef. En fait, avant tout, alors c'est le rôle d'un franchisé, c'est ce qu'on lui demande, d'être investi, d'avoir une équipe autour de lui, d'avoir des gens compétents. Et c'est pour ça que la franchise fonctionne très bien, parce que ce qu'on demande aux franchisés, c'est vraiment de créer une équipe. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, moi, en tant que chef d'entreprise. Je m'entoure de gens qui ont des compétences qui sont différentes des miennes. Voilà, parce que moi, développer un réseau, moi, je suis un homme de produits, et je me suis entouré de gens. Alors, des erreurs, on pourra en parler, j'en ai fait plein, évidemment, mais faut savoir créer une équipe et être le leader d'une équipe, en fait. Ça a été compliqué pour toi de créer une équipe, d'arriver à t'entourer de personnes de confiance, d'arriver à déléguer? Parce que quand on se développe, on veut être impliqué dans tous les points de vente, mais il faut faire confiance à des bras droits et à des personnes en qui tu as confiance. Donc, est-ce que ça a été compliqué pour toi, ça? Alors, au départ, on est en 2005, en 2009, je crée ma première boulangerie Feuillette. Je ne sais pas si vous avez vu mon stand, il est derrière. Hein. C'est vrai que je suis hyper fier aujourd'hui d'être franchiseur et d'être là. Mais le départ, c'est de faire monter en compétence mes équipes. La deuxième étape, ça a été parce que les gens venaient me voir en disant « Mais Monsieur Feuillette, moi j'aimerais bien, franchement, votre boulangerie, elle me fait rêver, j'aimerais bien ouvrir une boulangerie Feuillette. » Donc c'est là où... D'ailleurs, je les remercie. Mes premiers candidats à la franchise, ils sont venus toquer à ma porte. Naturellement, ils se sont dit, Monsieur Feuillette, moi j'aimerais bien ouvrir une boulangerie Feuillette comme vous. Et donc le premier était, pour moi, c'était vraiment un pionnier, parce que vous imaginez, on est en 2010, j'ai pas de franchise, j'ai 3 boulangeries, et là j'ai les premiers candidats qui viennent frapper à ma porte. Donc là, la première chose que j'ai fait, j'ai demandé à mon cabinet comptable, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider à faire mon premier contrat de franchise? Donc là, la première erreur, j'ai fait appel à un avocat. Je crois que j'ai dû changer 4 fois d'avocat en franchise. Le premier, je l'ai même mis, il m'avait pris pour un Américain. Enfin, mais je crois qu'un contrat de franchise, la partie juridique doit coûter, on va dire, 12 000, 15 000 euros. Moi, ça a dû me coûter 80, pour vous donner l'exemple. Donc j'ai fait un... Première erreur pour le coup. Première erreur, voilà, parce que évidemment, vous tombez sur des avocats qui sont bienveillants et vous tombez sur d'autres qui le sont moins, qui ont envie de vous tabasser au niveau des honoraires. Et puis, donc c'était ma première erreur, ouais, de faire appel. Quel conseil tu donnerais justement pour réussir à bien s'entourer? Parce que c'est une clé quand même dans l'entrepreneuriat, et je pense que c'est une clé dans ton parcours et dans ta réussite, c'est d'avoir pu miser sur des personnes qui étaient compétentes et en qui tu as confiance. Mais j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain.
pour éviter ces erreurs-là, moi, le premier conseil que je donnerais, vous avez la Fédération française de la franchise. Posez la question. Déjà, si vous faites appel à un réseau, renseignez-vous sur ce réseau. Faites attention, il y a des petites mises en garde. S'il y a un fonds d'investissement dans le réseau, faut savoir pourquoi il est là, ce qu'il fait. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs choses à éviter. Fédération française de la franchise, j'aurais dû les appeler parce que vous avez des avocats qui sont référencés, qui sont très bons. Après, toutes les bonnes enseignes ne sont pas forcément membres de la FFF, mais c'est un plus et c'est un label. C'est un plus. Tu accueilles ton premier franchisé en 2014, je crois. Comment toi, tu arrives à considérer ton rôle de franchiseur, à te l'approprier, parce que c'est un autre métier, entrepreneur, chef d'entreprise quand on recrute. Et là, on passe à l'échelle de franchiseur. Comment toi, tu appréhendes ce changement et cette évolution? Alors, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, déjà, je le remercie. Le premier qui a signé un contrat, les deux premiers qui ont signé des contrats de franchise avec moi, c'était vraiment les pionniers des ambassadeurs. Il y en a un qui venait d'ailleurs d'une enseigne que j'aperçois, là, qui venait d'une enseigne de chocolat et qui me connaissait de Touraine. Il avait vu ma boulangerie et puis il m'a dit écoute, moi j'aimerais bien être ton premier franchisé. Là, c'est vrai qu'on bascule dans autre chose parce que en fait, je prends un exemple tout bête, c'est que moi j'utilise, pour moi c'est naturel de goûter mes fruits et d'utiliser des fraises, gariguettes, des bons produits. Et en fait, en franchise, il faut mettre des procédures parce que vous avez des franchisés qui ne vont pas comprendre pourquoi une barquette de fraises elle est à 10 € le kilo, pourquoi vous payez 10 € et d'autres qui sont à 20, 30 € le kilo. Donc c'est à vous d'imposer votre cahier des charges, vos matières premières. Donc c'est pour ça qu'il faut le risque. C'est pour ça que quand vous choisissez votre franchise, choisissez-la bien. Pour moi, on choisit notre gamme. Vous choisissez le produit sur lequel vous êtes le plus sensible. Moi, je change un produit parce que je le trouve meilleur, mais pas parce qu'il est moins cher. Voilà. Après, évidemment, il faut faire attention à tout quand on est franchiseur, bien sûr. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de te dire je donne mon bébé finalement, parce que c'est mon enseigne, c'est mon projet, à un entrepreneur certes en qui j'ai confiance, mais avec lequel, dans une optique où je ne vais pas quand même tout maîtriser, parce que le franchisé, il faut le rappeler, reste le patron de son point de vente et indépendant. La franchise fonctionne globalement. Moi, je vais vous parler de mon expérience aujourd'hui de franchiseur avec 82 boulangeries au travers de la France. Moi, j'ai 22 magasins en succursale. Et je peux le dire, mes franchisés sont meilleurs que moi. Parce qu'ils sont arrivés à un moment où vous avez... nous, on fait une moyenne de 3 millions de chiffres d'affaires par point de vente. Quand vous avez un patron dans un magasin, pour gérer 40 personnes, et moi, j'ai pas de patron, j'ai des responsables, la différence, elle est énorme. Aujourd'hui, les performances de mes franchisés sont bien supérieures à mes performances, moi, en tant que succursaliste. Les magasins, tout bête, évidemment, on gère du produit frais sur une fermeture. Le patron dans sa boutique, il va faire vraiment attention à ne pas acheter trop ses produits. Il va contrôler ses équipes. Et en fait, c'est pour ça que le système, aujourd'hui, cette année, je vais faire beaucoup de franchises et beaucoup moins de succursales. Voilà. C'est important quand même de garder un pied en succursale pour toi, et pourquoi? Ça, je dirais presque que c'est de l'ego aujourd'hui d'avoir des succursales. Moi, j'aime bien être le patron, j'aime bien avoir mes équipes, j'aime passer dans mes boutiques. C'est vrai que aujourd'hui, si je basculais, d'ailleurs, pour certains magasins qui sont un peu éloignés de mes bases, aujourd'hui, je les revends à des franchisés parce que clairement, j'arrive pas à gérer, je les gère mal. Et c'est des magasins qui ont vraiment du potentiel. Et je préfère les basculer aujourd'hui en franchise plutôt que de les garder en succursale. Alors aujourd'hui, tu n'es pas uniquement le créateur de l'enseigne Feuillette, tu as mis un pied dans d'autres secteurs d'activité et notamment la restauration. Tu as combien d'enseignes aujourd'hui que tu développes et que tu souhaites donner et que tu souhaites développer en franchise? Alors la dernière en date que je présente sur le salon, c'est Café Feuillette. Alors pourquoi? Parce que créer une boulangerie aujourd'hui dans un centre-ville, c'est compliqué. Les surfaces sont plus petites, donc j'ai créé un café à la française. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'en termes de capex,
on est à peu près sur la moitié d'une boulangerie. Donc ça permet d'accéder à la franchise, à ma franchise, mais en ayant un apport personnel qui soit moindre. Et on l'ouvre aussi, on va dire, aux investisseurs. Donc ça permet à des gens qui ont moins d'argent ou qui en ont pas ou peu d'accéder à la franchise aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait pour toi un bon franchisé avec lequel tu vas pouvoir te développer? Quelles sont les forces, les atouts que tu recherches, les compétences? Est-ce qu'il faut être issu du secteur de la restauration ou de la boulangerie ou pas forcément? Alors j'en ai évidemment qui sont issus du secteur de la boulangerie, de la pâtisserie, de la restauration, mais globalement, ils sont, on va dire que alors j'ai deux exemples, mais mes meilleurs franchisés aujourd'hui ne sont pas du tout issus du métier. Ils savent s'entourer. Aujourd'hui, ils gèrent des équipes. Mes plus gros franchisés ont entre 120 et 150 salariés. Ils font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ils ont su, eux, s'entourer de très bonnes personnes en production. Ce sont je dirais que la qualité principale au départ, il faut être proche de ses équipes. Il faut être bon commerçant parce que, mine de rien, on fait du commerce. Aujourd'hui, ma boulangerie, c'est un système qui est compliqué. Il faut être vraiment dans ses points de vente. Et j'en discutais d'ailleurs avec un autre franchiseur. Aujourd'hui, on ne cherche pas, en tout cas chez Feuillette sur les boulangeries, on ne cherche pas des investisseurs, on cherche des gens qui sont au contraire investis dans leur magasin, qui vont être des bons commerçants et qui vont gérer dans leur quotidien leurs équipes et puis leurs clients. Tous les matins, ils sont dans leur boutique. Tu le disais tout à l'heure qu'en tant qu'entrepreneur, tu as fait des erreurs. S'il y avait une erreur qui a été compliquée à gérer, ce serait laquelle? Est-ce que tu aurais fait différemment ou finalement tu aurais fait comme tu as fait quand tu as été confronté à cette erreur? Non, des erreurs. Je pense surtout, moi en tout cas, mes erreurs ont toujours été le fait j'étais mal entouré à certaines périodes. Je me suis trompé dans mes recrutements. Alors, on le voit tout de suite dans une entreprise quand vous avez un secteur qui ne fonctionne pas. En fait, et j'ai fait des mauvais recrutements. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'était sur les avocats en franchise. Je me suis clairement planté. Et ensuite, ouais, au niveau de ma structuration, au niveau de mes équipes, il faut vraiment, enfin moi au niveau de mon comité de direction aujourd'hui, alors moi c'est ma façon de voir les choses. Moi j'ai l'impression de travailler avec mes amis, avec mes copains. On travaille beaucoup tous. J'ai un comité de direction hyper soudé aujourd'hui et ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des moments où vous faites entrer quelqu'un, vous allez chercher des compétences en externe. J'ai même fait appel à des cabinets de recrutement pour apporter des compétences et je me suis planté. Il y a des moments où j'ai recruté des personnes qu'il ne fallait pas. Et à quel moment tu t'es dit, je me suis planté dans le recrutement, j'ai fait une erreur de casting, et comment tu as géré ça? Parce que c'est compliqué. Quand on recrute en France et quand on veut se séparer d'une personne, on sait que c'est compliqué en tant que chef d'entreprise. Donc comment tu as géré ça? Non, enfin, là, je vous parle de gens plutôt dans la structuration, des gens qui, plutôt au niveau comité de direction. Non, il y a des fois où je me suis clairement planté. Après, c'est simple, le message, il y a pas longtemps, j'ai intégré une personne qui faisait fuir tout le monde. Donc, c'est où vous misez sur une personne, ou finalement vous vous dites, bah, finalement, t'es gentil, mais je t'aime beaucoup, mais je vais me séparer de toi parce que ça marche pas, quoi. On l'a dit, tu développes de nouvelles enseignes. Pourquoi c'est important de se diversifier, que ce soit en tant que franchiseur, mais il y a aussi des franchisés qui se diversifient en devenant plurifranchisés. Est-ce que tu as un conseil à donner sur ce point-là? Pourquoi c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quelque part? Alors, c'est vrai. Alors, moi, donc on l'a dit, j'ai 80 boulangeries. J'ai monté également un restaurant qui est. Alors, moi, j'aime le produit qui touche tout le monde. J'aime le produit populaire, j'aime le produit. Donc c'est pour ça que j'ai créé la première franchise de bouillon l'année dernière. Alors en surfant parce que je suis sensible. Voilà, j'aime bien que j'aime pas vendre cher un produit. Puis moi, c'est ma sensibilité de cuisine, tout simplement. J'aime les produits simples, authentiques. Voilà. Donc j'ai créé un restaurant à côté de mon siège qui surfe un peu sur la vague des bouillons avec une carte simple, des œufs mayonnaise, des poireaux vinaigrettes, voilà, blanquettes de veau, enfin des produits très, très classiques et authentiques. Voilà. Et pourquoi c'est important du coup de se diversifier?
Alors je dirais pas que c'est important. Moi, après, ma vision, je dirais ma vision d'entrepreneur, on va dire là aujourd'hui, j'essaye de voir dans les 5 ans, dans les 10 ans. J'ai affaire aujourd'hui à des chefs d'entreprise, mes franchisés sont des chefs d'entreprise indépendants et certains qui sont vraiment brillants. Je cherche aujourd'hui à les alimenter, c'est-à-dire que j'ai créé un maillage aujourd'hui territorial. J'ai aujourd'hui une 60aine de franchisés au travers de la France. Et dans ce maillage-là, j'ai des franchisés qui sont demandeurs, qui me sollicitent pour monter d'autres enseignes. Voilà. Donc je préfère, moi c'est mon côté intermittent du spectacle. Donc j'aime bien créer, je préfère créer que de racheter une enseigne. Ce qui ne veut pas dire que je ne le ferai jamais, mais donc, du coup ça me permet d'alimenter mes franchisés aujourd'hui sur d'autres secteurs, et dont Café Feuillette. Là, récemment, j'en ai ouvert 2, et tous mes franchisés quasiment me demandent d'ouvrir leur café en centre-ville. Et il y a une force, évidemment, quand on a un maillage territorial aujourd'hui, il y a une force de frappe et de développement qui est assez hallucinante. J'aimerais qu'on revienne sur une période qui n'a pas été forcément facile pour toi. C'est la période de la crise sanitaire et du Covid, même si vous avez très bien fonctionné. Et tu as su t'adapter aux restrictions, et notamment en proposant une offre de snacking assez poussée à ce moment-là. Est-ce que tu peux revenir sur cette période qui a été compliquée pour les chefs d'entreprise et pendant laquelle tu as réussi à t'adapter et à proposer des choses différenciantes? Non, alors le Covid, pour les boulangers, même si on était ouvert, pour nous ça a été un gouffre financier, où même, on va dire 2 ans après Covid, où on a sorti à peine la tête de l'eau parce qu'on a perdu évidemment beaucoup d'argent. C'était une période qui était... C'est-à-dire que 2 ans après, si je reprenais un Covid, je pense que je pouvais me séparer au moins de 30 ou 40% de ma boîte. J'aurais dû faire appel justement à un fonds d'investissement parce que j'aurais pas pu tenir. Mais ça a changé en termes de produits. C'est vrai qu'on s'est adapté. Les clients nous ont sollicité dans cette période-là pour faire beaucoup, ceux qui ne savaient pas cuisiner à la maison, tout ça. Donc on a vendu beaucoup de plats cuisinés. On s'est adapté. Depuis maintenant, dans chacune de mes boulangeries, j'ai un cuisinier qui est là pour faire des plats cuisinés sur place. Après, moi, ma vision, encore une fois, vous choisissez votre camp. Moi, je fabrique sur place les vinaigrettes, les mayonnaises. Voilà. Donc, en fait, on choisit son camp. Tu parlais, quand on évoquait le développement en succursale, que c'est un peu une question d'ego. Est-ce que pour être entrepreneur et un bon chef d'entreprise, il faut quand même avoir de l'ego ou pas? L'ego, on va pas se mentir, on en a un peu quand on cherche à développer un groupe. Maintenant, je suis quand même content, fier d'être le patron aujourd'hui d'une franchise. Et c'est vrai que quand je vois le stand derrière, je ne m'attendais pas. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé mon salon de la franchise, je pense que j'avais 3 mètres carrés, enfin j'étais caché dans un coin. Mais quand tu as repris la première boulangerie, justement, est-ce que tu te voyais être à la tête d'une franchise avec 80 points de vente? Tu vises les 100 points de vente d'ici quelques mois. Voilà. Est-ce que tu te voyais, tu pensais à cet essor-là? Parce qu'on a de l'ambition quand on est entrepreneur, mais est-ce que tu visualisais ce développement-là? Non, clairement pas. Moi, j'ai vraiment démarré mon groupe, on l'a dit tout à l'heure, j'ai démarré mon groupe de 0. Je suis parti, j'avais 1 salarié. Aujourd'hui, il y a 2500 salariés dans le groupe. Voilà, non, évidemment, je ne m'attendais pas à ça. Après, quand on est chef d'entreprise, on prend vraiment plaisir à poursuivre l'aventure. On a envie de... et puis, imaginez, aujourd'hui, j'ai 60 franchisés qui me sollicitent aujourd'hui tous les jours pour qu'on soit encore les meilleurs, les plus performants, pour avoir des nouvelles recettes. Donc en fait, ils sont tous autour de moi. Aujourd'hui, c'est vraiment plus qu'une équipe. Je dirais qu'on est vraiment une famille. Et quand on se retrouve une fois par an pendant la convention, on prend beaucoup de plaisir à se retrouver parce que ils portent les couleurs aujourd'hui de notre enseigne. Et c'est vraiment, demain, si vous avez à chercher une franchise, voilà, prenez une franchise qui vous ressemble, où vous vous sentez vous battre. Parce qu'aujourd'hui, dans ma franchise, j'ai vraiment des franchisés qui sont vraiment je suis hyper admiratif, ce sont vraiment des conquérants.
Et certains sont devenus même mes amis parce que voilà, on se bat ensemble dans le même réseau, quoi. Tu le disais tout à l'heure, pour choisir sa franchise, il ne faut pas penser uniquement à gagner de l'argent. Pourtant, je pense que les candidats à la franchise qui sont sur le salon sont aussi là pour se dire je veux un business rentable, je veux me lancer avec une enseigne avec laquelle je vais pouvoir gagner ma vie. Quel conseil tu donnerais au-delà de ça, quel conseil tu donnerais pour bien choisir son réseau? Alors, il faut avoir un réseau qui nous ressemble et dans lequel on veut s'impliquer. Mais s'il y a 2, 3 autres conseils à donner, ce sera lesquels? C'est une question compliquée pour moi de répondre parce que, évidemment, je suis franchiseur. Donc, me mettre à la position du franchisé, je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre une enseigne qui nous ressemble. En fait, clairement, aujourd'hui, mes meilleurs franchisés, c'est plutôt, je vais répondre comme ça, mes meilleurs franchisés sont ceux qui sont vraiment les plus impliqués dans leur magasin aujourd'hui et qui travaillent le plus dans leur boutique. Et pour moi, les plus performants sont les plus bosseurs, les plus travailleurs aujourd'hui, clairement. On parlait des erreurs, mais on peut aussi parler des difficultés. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée en tant qu'entrepreneur? Question piège. Non, enfin, on en rencontre. En fait, à chaque étape, sa difficulté. Parce que quand vous mettez un pied, alors moi j'étais au chaud, je travaillais au Georges V, je gagnais plutôt bien ma vie. Quand vous commencez à vous lancer à reprendre une entreprise, évidemment c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai encore une anecdote, j'ai pris un premier prud'homme, je crois la première semaine de ma reprise, parce que j'avais dû licencier en économique une vendeuse que m'avait conseillé mon comptable. Et j'ai eu, quand elle a vu au bout de 3 mois elle a vu que ça marchait, donc elle est venue avec un délégué syndical CGT pour me demander un peu d'argent, d'ailleurs, ce qu'elle a réussi à obtenir. J'ai perdu mon premier prud'homme sur mon premier magasin. Mais comment tu as géré ça pour le coup? Parce que quand on est jeune chef d'entreprise et qu'on n'est pas préparé à gérer un prud'homme, est-ce que tu t'es fait accompagner? Voilà, comment tu as géré cette période? J'étais pourtant bien accompagné, même si j'ai perdu mon premier prud'homme, parce qu'aujourd'hui, l'avocat qui était mon avocat en social fait partie de mon comité de direction aujourd'hui, et ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est lui qui a géré mon premier prud'homme. Donc je ne lui ai pas tenu rigueur d'avoir perdu ce premier prud'homme. Alors je reprends sur la première question, c'est-à-dire la difficulté, elle vient, je dirais, à chaque étape. Parce que de passer d'un poste au chaud de salarié à reprendre une petite entreprise, c'est pas le même métier. De passer de 3 boulangeries à ouvrir sa première franchise, c'est toujours des difficultés aussi, parce que je vous l'ai dit, les problèmes avec les avocats, le juridique est assez compliqué. Si j'ai un conseil à donner, je dirais au-delà du juridique, ce qui est important, c'est vraiment cette relation de confiance que vous allez avoir avec votre franchiseur. Moi aujourd'hui, je pense qu'avec mes franchisés, avant tout, on se fait confiance. Voilà. Et choisissez, et pour choisir, voilà, pour vous donner à fond dans votre franchise, je pense que c'est choisissez la bonne équipe. Tu l'as dit au départ, tu gagnais peu, tu te versais 300 € de salaire, tu mangeais les restes de la boulangerie. Ça a été compliqué avant que ça démarre. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ça marche pas, je vais tout abandonner, ou tu as toujours tellement cru au projet que tu savais que ça allait fonctionner? Non, mais c'est sûr que de devenir chef d'entreprise aujourd'hui, on est en France, il faut être courageux, ça c'est sûr. Mais même s'il y a beaucoup d'aide et qu'on est accompagné, il faut serrer les dents. Oui, enfin, moi, je ne me verrais pas aujourd'hui, je regrette vraiment rien d'avoir mis le pied, parce que vous l'avez dit, moi, mon père était chauffeur-livreur, ma mère mère au foyer, donc je n'ai pas un modèle d'entreprise. Voilà, j'ai voulu me lancer clairement pour être indépendant. En fait, je n'aime pas. Je suis impatient, j'aime pas les limites. Et pour moi, aujourd'hui, développer un réseau, développer un groupe. Alors, on a cette difficulté parce que il y a 2500 salariés dans le groupe, répartis sur à peu près 85 points de vente dans toute la France. C'est pour ça que la franchise, sur ce modèle-là, fonctionne très bien. J'ai pas 2500 salariés sur un site, ce serait pas la même chose. Mais là, de gérer, c'est pour ça que d'avoir des patrons qui gèrent 40, 50, 100 salariés, c'est un modèle qui fonctionne bien. Tu le disais, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat parce que tu étais impatient. Pourtant, il faut être patient pour voir le business fonctionner. Comment gérer ça, finalement?
Alors, en fait, quand vous démarrez dans l'entrepreneuriat, il faut évidemment cette forme de patience parce que les clients, il faut réussir à les séduire. Il faut, à partir du moment où vous faites bien votre travail, où vous, alors dans tous les secteurs, hein, c'est le cas. Hein, c'est un travail de commerçant et il faut réussir. Je pense que ça vient le client à partir du moment où vous êtes sûr de votre produit, vous êtes sûr de la qualité, vous êtes sûr de votre accueil. Il faut faire attention. Aujourd'hui, dans une entreprise, il faut faire attention à tout. Parce que oui, il y a de la concurrence. Oui, il y a des ouvertures. Moi aussi, ça m'arrive, j'ai une boulangerie, il y a une boulangerie qui vient se poser à côté de chez moi. Eh ben, il faut que je sois sûr de moi. Il faut que l'accueil client soit au top, la propreté, l'hygiène. En fait, il faut, dans une entreprise, peu importe le secteur d'activité, il faut faire attention à tout. Comment tu perçois la concurrence justement? Parce que la boulangerie est un secteur ultra concurrentiel. Il y a plein d'indépendants sans enseigne. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enseignes sur ce secteur d'activité. Comment tu perçois la concurrence et comment tu t'adaptes? Pour moi, la concurrence m'a toujours fait avancer. C'est-à-dire, j'observe beaucoup ce qui se passe sur le secteur. Il y a aussi des tendances alimentaires, tout ça. Aujourd'hui, il faut sans cesse se renouveler. À partir du moment où vous pensez que c'est acquis, que votre client est acquis, aujourd'hui, le client est très volatile. C'est-à-dire que, d'ailleurs, moi, je ne suis pas implanté sur Paris. Je n'ai pas une enseigne, j'ai pas de magasin à Paris. À Paris, on voit bien, il y a des créations qui se font dans tous les sens. On est attiré par la nouveauté. Moi, sur ce salon, j'ai vu des enseignes on a vu les cigarettes électroniques, tout ça. Après, il faut aller c'est des enseignes que j'ai jamais vues. Et il y a de ça. Alors là, je vais faire le vieux encore. Il y a 25 ans, vous aviez des vidéoclubs où on allait chercher les cassettes vidéo, quoi. Donc en fait, il faut aller vers. Alors moi, j'ai un secteur qui est, on va dire, vendre du pain, vendre des gâteaux, vendre des croissants. On peut dire que ça marchera peut-être toujours, même si on sait qu'en France, les ventes de pain, globalement, baissent. Hein. Il y a des ouvertures de boulangerie, mais les ventes de pain baissent. Donc il faut sélectionner sa franchise, je vous dis, avec soin et celle qui vous ressemble le plus. Ouais. Tu le disais, tu n'es pas issu d'une famille d'entrepreneurs, mais justement, comment tes proches perçoivent ton parcours et cette vie d'entrepreneur, de chef d'entreprise et de franchiseur? Comment mon entourage perçoit, c'est ça? Est-ce que quand tu t'es lancé, tes parents ont essayé de t'en dissuader? Ça, c'est déjà une question intéressante parce que tu avais, on le répète, à peine 30 ans. Tu avais peut-être un chemin tout tracé dans le salariat, dans des grandes maisons. Et là, tu arrives, tu dis, je vais reprendre une boulangerie à côté de Blois. Est-ce que tes parents t'ont soutenu? Alors oui, ils m'ont soutenu. Mon père, moi, je ne sais pas tenir un tournevis. Si vous me mettez un marteau en main, c'est une catastrophe. Même si j'ai un métier manuel, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc mon père, qui est très bricoleur, tout ça, non, au contraire, ils m'ont soutenu, mais à leur manière. C'est-à-dire, ils sont venus, quand j'ai ouvert ma première boulangerie, mon père a démonté le plafond. Enfin, c'est MacGyver, mon père. Il est trop fort. Même aujourd'hui, moi-même, planter un cadre dans un mur, je ne sais pas faire, mais lui, il savait tout faire. Donc ils m'ont aidé à leur manière, ils m'ont soutenu, parce que c'est important d'être soutenu par ses proches. J'allais dire, c'est essentiel. De se sentir dans... Voilà, donc même si mon père n'a pas une fibre d'entrepreneur, ils m'ont poussé pour que je puisse le faire et j'ai vraiment été vraiment entouré par mes proches là-dessus. Est-ce que si c'était à refaire, tout ce parcours, tu le referais sans hésiter ou tu te dirais, j'ai peut-être été un peu fou à l'époque de me lancer tête baissée ou pas? Non, mais c'est sûr, il faut être un peu barjot aujourd'hui pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais moi, je referais exactement la même chose. Aujourd'hui, alors une chose qu'il faut aussi penser, moi, quand je me suis lancé, j'avais rien à perdre. J'avais pas une thune, j'avais rien. Donc je me suis lancé, j'avais zéro à perdre. Donc aujourd'hui, quand je vois le courage de certains de mes franchisés, parce qu'aujourd'hui, dans mon bureau à Blois, j'ai des indépendants qui viennent et qui me disent « Monsieur Feuillette, j'ai revendu ma maison pour avoir l'apport personnel pour monter la boulangerie. » Mais ça, c'est avoir des gens, quand ils viennent dans mon bureau, vous imaginez à quel point ils sont prêts à se battre et ils sont pour la réussite de leur projet à fond, quoi. Ils y croient à fond. Et ça, c'est à tous les niveaux. Alors moi aujourd'hui, c'est vrai que je rentre dans une sphère où on développe un réseau de franchises, on en développe d'autres.
On a justement avec Café Feuillette, on permet à des personnes qui ont moins d'argent, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, ce n'est pas forcément les candidats qui viennent dans mon bureau et qui ont un très gros apport, c'est-à-dire qui ont 300, 500 000 euros, certains 1 million d'euros d'apport, ils sont plus exigeants. Et ce n'est pas forcément ceux qui sont prêts à se battre le plus. Voilà. Et moi, je remarque que ceux qui n'en ont pas, d'ailleurs, j'ai aidé aujourd'hui des salariés. J'ai signé des locations, ils sont locataires gérants. Aujourd'hui, certains sont franchisés. J'ai même un de mes apprentis qui gère aujourd'hui 3 boulangeries Feuillette. Donc, je leur ai mis le pied à l'étrier parce que, tout simplement, il y a une qualité qui ne s'achète pas, c'est le courage. Pourquoi c'est important pour toi de jouer ce rôle d'ascenseur social avec, par exemple, tes apprentis ou tes salariés pour les faire passer chefs d'entreprise? Pourquoi c'est important de les accompagner? C'est pour moi le fait de démarrer dans une entreprise par le métier, c'est-à-dire moi le premier, vous imaginez un peu les warriors qui se lèvent parce que boulanger c'est un métier difficile. Moi je peux vous dire, je l'ai fait pendant 15 ans, me lever à 3 heures du matin, c'est un métier de warrior. Donc aider ceux qui se sont levés chez vous, qui ont fait un apprentissage, qui ont été courageux et qui sont rentrés dans votre entreprise, pouvoir leur dire bah, écoute mon pote, tu vas pouvoir devenir à ton tour chef d'entreprise, bah, je trouve que le message qu'on envoie dans une entreprise, il est important. Et je trouve que j'aurais aimé d'ailleurs qu'on me dise, c'est peut-être ce qui m'aurait retenu, je sais pas, au Georges V, ou qu'on me dise bah, écoute, chez nous, bah, tu vas pouvoir devenir patron. Avant de passer aux questions-réponses, aux questions de la salle, moi j'ai une dernière question, c'est quel conseil tu donnerais, un dernier conseil aux franchisés qui sont dans la salle, aux futurs franchisés qui sont dans la salle et qui hésitent encore à passer le cap? On a parlé de sacrifice, on a parlé de plein de choses aujourd'hui, mais s'il y a un dernier mot pour leur donner envie de passer le cap et de devenir entrepreneur, ce serait lequel? Tu me poses des questions difficiles, Camille. Non, c'est compliqué de répondre. Il y a tellement de conseils à donner. Aujourd'hui, si vous êtes aujourd'hui sur ce salon de la franchise, c'est déjà que vous avez une sensibilité, je pense, à l'entrepreneuriat. Et il faut savoir que la franchise, ça marche. Parce que, alors, oui, il faut faire attention, renseignez-vous, parce que toutes les enseignes ne vont pas forcément bien. Il y a des enseignes qui se développent beaucoup, certaines beaucoup trop, et il faut avoir un développement qui est mesuré, qui est en capacité. Moi, cette année, c'est pareil, j'ouvre 35 magasins, je passe un cap, parce que l'année dernière, j'en ai ouvert 20, j'en ouvre 35, mais je sais très bien, comme je fabrique mon produit, que je ne pourrais pas atteindre, je ne peux pas demain ouvrir 100 boulangeries, pour moi, c'est inenvisageable. Donc faites attention, voilà, et choisissez l'enseigne avec laquelle vous êtes prêt à vous battre, et si vous avez une maison, vous seriez capable de revendre, à tout donner pour l'enseigne que vous choisirez. Merci beaucoup Jean-François pour tes conseils et ton retour d'expérience. On va passer aux questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des courageux qui souhaitent poser une question à Jean-François. Ah, il y en a deux là. J'arrive. Bouge pas Camille. La question de l'international, est-ce qu'elle se pose et sinon, pourquoi? Ouais, putain, ils ont des bonnes questions là. Alors oui, elle se pose évidemment. Cette année, je suis censé ouvrir mon premier magasin aux États-Unis. Bon, c'est peut-être pas la meilleure période, mais oui, évidemment, quand on a... Alors, je pense que avant de se lancer à l'international, je pense qu'il faut vraiment maîtriser son développement en France, parce qu'il y en a plein qui cherchent à aller aux quatre coins du monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en France avant de partir à l'international. Donc nous, on a eu une opportunité, quelqu'un qui est aux États-Unis depuis 20 ans, qui était dans une autre enseigne, dans un autre réseau de franchise. Et donc là, nous, on y va à l'opportunité. Mais avant, je pense qu'il faut vraiment bien s'ancrer en France avant d'essayer de mettre un pied à l'international. Enfin, c'est ma vision, attention,
c'est mon avis en tout cas. J'avais une question. Au bout de combien de temps vous avez franchisé votre magasin? Je ne sais plus si vous l'avez dit, mais au bout de combien de temps vous vous êtes dit là je vais franchiser, ou je vais ouvrir une autre boulangerie? Comment ça s'est passé pour passer le cap? Alors vous avez envie de franchiser, hein. Ils ont envie de devenir franchiseurs. Non, très bonne question aussi. Moi j'ai repris ma petite boulangerie en 2005. 2009 j'ai ouvert ma deuxième, 2010 ma troisième. Et 2014, on l'a dit tout à l'heure, ouais, 2014. Donc quasiment 9 ans après m'être lancé dans l'entrepreneuriat. Et deuxième question, quel est votre métier aujourd'hui? À l'époque, vous étiez pâtissier, aujourd'hui vous êtes PDG. Comment ça se passe? Vous avez totalement changé de métier finalement. Ouais, c'est marrant, Oui, c'est une question qu'on me demande beaucoup. C'est qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors là, avec la mine que j'ai, tu te doutes, je rentre de vacances, hein, mais non, mais évidemment. En fait, aujourd'hui, j'ai ce luxe de pouvoir faire ce que j'aime. C'est-à-dire, oui, je continue à faire des gâteaux, je continue à aller aux ouvertures de mes magasins. Je viens d'écrire mon deuxième livre de recettes, donc j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. On n'en a pas parlé, mais la communication, parce qu'on parle aussi beaucoup des réseaux sociaux, tout ça. Alors moi, je dirais, faut faire attention aux réseaux, parce que moi, j'en fais un peu. J'ai un compte Instagram où je communique mes recettes, où je parle des nouveaux produits, mais je n'ai pas commencé par les réseaux. Moi, je dois avoir un compte Instagram depuis 3 ans, donc je m'en occupe parce que ça arrive que les clients rentrent avec le téléphone et disent bah voilà, je veux ce gâteau-là dans la boutique. Mais on démarre, j'ai quand même commencé par l'entreprise et voilà, j'ai commencé par une boulangerie au départ. Bonjour. Une question pour Bonjour. vous. Bonjour, Antoine Plessis. Ma question est que vous parlez d'un chiffre d'affaires moyen de 3 millions par an, ce qui est, de mon point de vue, à peu près 3 fois le chiffre d'affaires de la deuxième chaîne de boulangerie qu'on trouve en France, pas en nombre total, mais en chiffre par unité. C'est vrai. À quoi attribuez-vous ce succès? Bon, parce qu'on est bon. Non, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je fais des boulangeries qui sont beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de places assises. Également, je pense qu'en enseigne de boulangerie, je vends beaucoup plus de pâtisserie que les autres. Voilà, parce que c'est mon cœur de métier. Donc je pense que j'ai une sensibilité à la pâtisserie. Alors oui, par rapport on va dire, aujourd'hui je suis le 3e acteur de la boulangerie en France. On va dire que les 2 premiers, qui sont beaucoup plus gros que moi en chiffre d'affaires, font beaucoup moins de pâtisserie que moi. Et ils vendent, si vous voulez, le mix vente-produit n'est pas du tout le même. Voilà, donc ça justifie un petit peu. Et puis je pense que j'ai décidé aussi de fabriquer mon produit. Aujourd'hui, j'ai un atelier central où je fabrique mes macarons, j'ai une chocolaterie. Donc moi, je m'éclate aujourd'hui, on me demandait ce que je fais de mes journées, je m'éclate aujourd'hui à lancer des nouveaux produits. C'est encore moi qui gère une partie de R&D, les réseaux. Donc ça, voilà, j'espère que je réponds globalement à votre question. Est-ce que la partie snacking a eu un impact sur ce chiffre d'affaires ? Notamment le fait que tu mettes des cuisiniers dans chaque boulangerie, est-ce que ça a un impact sur le développement du chiffre d'affaires ou c'est à la marge? Alors clairement aujourd'hui, vous ne posez que des bonnes questions. Aujourd'hui, je suis quasiment plus un acteur de la restauration rapide qu'un boulanger. Il faut savoir que alors, sur 3 millions, je vends quand même 300 000 € de boulangerie, mais ça représente que 10% de mon chiffre d'affaires. Tout le reste, c'est du pain, c'est de la viennoiserie, et beaucoup de pâtisserie et une grosse partie snacking. Aujourd'hui, on devient vraiment un acteur de la restauration rapide. Le boulanger qui n'a pas compris qu'il faut vraiment aujourd'hui faire du salé, voilà, c'est qu'il n'a pas compris. Une autre question. Pain au chocolat ou chocolatine? Non. Alors, je suis là à Paris, on est pain au chocolat, et puis quand je m'installe à côté de Bordeaux, je marque chocolatine. Tu vois, il faut s'adapter aux clients. Non, plus sérieusement, est-ce que vous avez des franchisés qui ont un peu dépassé les limites de la franchise? Si vous avez des exemples, et comment est-ce que vous les avez contenus? Parce que des franchisés sont partis sur
voilà, ce que nous on appelle du hors concept, et comment vous les avez contenus? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, parce que tu me demandes si aujourd'hui il y a des dérives du franchisé qui souhaite faire d'autres produits, tout ça. Oui, ça arrive. Moi, le premier, j'ai cru qu'en m'installant en Bretagne, il fallait absolument que je vende des crêpes. Donc j'ai acheté ce qu'on appelle une bilique, tout ça. J'ai voulu faire, sauf que je les faisais moins bien que les autres. Je les faisais moins bien qu'un Breton qui les maîtrise depuis 30 ans. Et finalement, le produit que j'ai vendu le plus, c'est ma brioche feuillette, mon dessert signature. Voilà. Donc en fait, je crois qu'il faut faire ce que tu sais faire de mieux. Ça ne sert à rien de vouloir apprendre à un Breton à faire des crêpes. C'est pas la peine. Voilà. Donc oui, il y a eu quelques dérives. La dérive de la matière première. J'ai dit tout à l'heure, moi un jour, j'ai vu d'ailleurs, merci les réseaux, aujourd'hui je vois beaucoup mes magasins par les réseaux parce que les clients nous taguent. Une fois, j'ai vu une grosse fraise d'Espagne posée comme ça sur la tartelette, et là je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Donc c'est pour ça que oui, il y a des dérives, mais on essaye au fur et à mesure de recadrer, et c'est pour ça que la franchise, ça passe aussi beaucoup par la formation. Donc j'ai beaucoup d'itinérants qui tournent dans toute la France pour essayer aujourd'hui de vraiment soutenir, aider les franchisés et former les équipes. Bonjour. Moi, ma Bonjour. question, justement, elle était en lien par rapport à l'animation réseau, et c'était surtout savoir comment vous accompagnez les franchisés pour garantir le succès de Feuillette, tout simplement. Alors déjà, on a une très grosse formation chez Feuillette parce que les franchisés sont en immersion pendant 3 mois, ce qui est assez long. Voilà. Et ensuite, on les incite à faire 2 ouvertures de franchisés. C'est-à-dire que quasiment au moment où ils signent leur DIP, ils ont quasiment 6 mois, ils intègrent les équipes pendant 6 mois. Donc le fait qu'ils fassent d'autres ouvertures, déjà, ils se lient souvent d'amitié avec les franchisés. Et il y a vraiment, je crois qu'il y a un soutien. Il faut se soutenir parce que c'est un métier. En tout cas, la boulangerie-pâtisserie sont des métiers qui sont compliqués. Et gérer du produit frais, c'est compliqué. Et on a évidemment aussi nos formateurs itinérants qui passent régulièrement dans les magasins pour soutenir les candidats, les franchisés. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je souhaite saluer votre parcours. Franchement, c'est honorable. Merci, t'es trop sympa, je t'aime déjà. J'avais une petite question concernant la production. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un site où vous produisez pour tous vos sites, ou est-ce que c'est chaque site qui fait sa propre production? Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un laboratoire, un atelier central où je fabrique les produits qui sont aujourd'hui les plus techniques à faire pour un franchisé. Donc je fabrique, je l'ai dit, les macarons, la partie chocolaterie, une partie de base pâtissière aussi, une partie de viennoiserie crue. Donc tout ça, c'est expédié dans tous les magasins, tous les jours. Mais 80% du chiffre d'affaires des boulangeries Feuillette est fabriqué sur place. On n'imagine pas en fait que j'ai sur une boulangerie, on a dit une moyenne de 3 millions de chiffre d'affaires, j'ai à peu près entre 40 et 50 salariés. Ce qui veut dire que j'ai entre 20 et 25 personnes en production. J'ai des pâtissiers, des boulangers, des cuisiniers, tout ça pour fabriquer les produits frais au quotidien. Après, comme je l'ai dit, moi j'ai choisi mon camp, c'est-à-dire que je suis un acteur de la restauration rapide. Pour moi, c'était une aberration de dire, alors les arguments qu'on donne, et on les donne encore, c'est de dire que chez nous, chez Feuillette, j'ouvre pas un seau pour de la mayonnaise, parce que je suis sûr qu'il y a au moins, il y en a 99 sur 100 de la salle qui savent faire une mayonnaise, mais dans la restauration rapide, c'est encore la dent dure. Il y en a qui ouvrent des seaux. Moi, c'est pas ma méthode, mais voilà. Quand tu te lances dans une franchise, encore une fois, tu choisis ton camp. Ça répond à ta question? Merci. Je crois qu'il y a une question à gauche, là-bas.
Merci. Bonjour Jean-François. Bonjour. J'ai bientôt 50 balais. Est-ce que vous m'autorisez après la... C'est jeune. Ah oui, je sais. Est-ce que vous m'autorisez après la conférence à faire mon premier selfie avec vous? Bah écoute, avec plaisir, bien sûr. Avec plaisir. Eh ben super. À tout à l'heure. C'était ça ta question? Ouais. Ah ouais, bah écoute, Merci. Bah, une star, enfin. ça marche. Avec plaisir, merci à toi. Ça va te faire des pas sur ton iPhone, c'est bien ça. Bonjour, déjà merci. Votre Salut, c'est parcours, comment ton prénom? Arthur. Salut Arthur. Comment se développer en succursale pour pouvoir se franchiser après en gardant une qualité comme la vôtre? Ouais, alors, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les franchisés aujourd'hui sont très très bons. Moi, j'aime ça. Je me suis développé en succursale. Des salariés aujourd'hui, j'en ai beaucoup parce que sur les 2500, je crois que je dois avoir 950 salariés. Donc tu vois, c'est pas ridicule quand même, hein. Non, en fait, ça vient avec la. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand je vois mon nom sur. Je dis toujours, je me cache derrière personne puisque j'ai mis mon nom sur les façades des magasins. Pour moi, ce qui est important et en numéro 1, c'est la qualité des produits. Et il faut reconnaître que aujourd'hui, sur mes 22 magasins, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'en cédais quelques-uns qui sont un peu éloignés de mes bases. Les franchisés aujourd'hui, ils sont meilleurs que moi. Ils arrivent aujourd'hui à gérer une qualité au quotidien avec leurs équipes, avec leurs pâtissiers, avec leurs boulangers. Ils gèrent ça mieux que moi. Donc en fait, c'est un rapport aujourd'hui avec mes franchisés. C'est un rapport gagnant-gagnant parce que eux ils sont contents parce qu'ils marchent très bien, ça marche fort, ils arrivent. Mais moi je suis hyper content parce que quand je vais chez eux, alors, je te cache pas qu'il y a des fois, d'ailleurs je suis passé dans un de mes magasins la semaine dernière, j'ai fait des bons comme ça parce qu'en qualité ça me plaisait pas. Mais après ils sont globalement, on va dire à chaque fois que je vais dans les magasins, souvent les franchisés sont quand même très très bons, très très bons. Ça répond à ta question? Merci. Bonjour. Il avait juste une dernière question. Oui, dernière. On a pas mal de photos de Fred Elian derrière vous. Du coup, ça occupe quelle place dans votre franchise, dans votre business? Alors, Fred Elian. Alors, Fred Elian, ça doit représenter 1% de mon activité, mais ça me demande pas mal d'énergie, je ne vous le cache pas. Fred Elian, à un moment donné, quand on est entrepreneur, il faut aussi se faire plaisir. Et je suis un dingue du Cap Ferret. Et je me suis un peu fait plaisir. Si vous êtes de passage cet été, j'y serai tout le mois d'août. Parce que Fred Elian, c'est un peu ma pâtisserie. C'est une institution au Cap Ferret depuis 1939. Et je suis très fier parce que là, j'ai une clientèle très exigeante au Cap Ferret. J'ai fait énormément de travaux, donc j'ai une vue panoramique sur la dune du Pilat qui est absolument dingue. Je vous invite tous je vous invite à venir voir, hein, attention. Non, mais c'est sûrement. En fait, je suis tombé amoureux donc du Cap Ferret, mais aussi de la marque de cette enseigne, parce qu'un jour, je suis venu chercher une gaufre dans cette institution, et je suis tombé dingue de cette. Faut y aller pour comprendre, mais je suis tombé amoureux, voilà. Et donc je chercherai sûrement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, donc j'aimerais bien peut-être en faire un autre un jour. J'aimerais bien le développer, mais plutôt sur une marque, un peu différent ça n'a rien à voir avec une boulangerie, évidemment. Si vous connaissez Fred Elian? Ah, c'est pour ça. Donc je le développerai parce qu'il y a quand même une identité assez forte avec les produits sont différents, avec des spécialités différentes. Donc on l'a dit, c'est la gaufre, c'est le cannelé. Mais je souhaite le développer. Mais j'ai déjà beaucoup de travail avec mes boulangeries, donc j'attends un petit peu. Ce que je voulais dire, c'est comment se développer déjà en interne en gardant une qualité, une super qualité, pour pouvoir après montrer aux franchisés que ce qu'on fait, c'est super et qu'il faut qu'ils viennent chez nous. En fait, comme je l'ai dit au début de la conférence, il faut faire ton produit, il faut faire le produit auquel tu crois. Voilà, ça sert à rien de vouloir faire. D'ailleurs, il y a une enseigne
qui est plus grosse que moi, qui a repris ma brioche, la brioche feuillette. En fait, c'est un aveu de faiblesse de copier quelque chose. Après, il y a des produits qui sont des standards, hein, de la pâtisserie. Une baguette de tradition, ça restera une baguette de tradition. Aujourd'hui, il y a des produits qui sont une tartelette citron, ça restera une tartelette citron. Mais il faut que tu te démarques sur ton produit. Il faut que tu te crées ta spécialité. Moi, la brioche feuillette, c'est un de mes copains à la base alsacien qui me dit, écoute Jean-François, faudrait que tu essayes de faire ça, tout ça. Donc il m'a passé sa recette, tu vois, c'est vraiment... Et c'est devenu aujourd'hui mon produit phare. Tout le monde, il y en a, les clients, ils se prennent en photo, il y en a même qui prennent des photos avec ma brioche feuillette à New York, quoi, tu vois. Donc ils les emmènent partout. Et c'est devenu vraiment notre... Alors c'est vrai que j'ai un nom qui fait pas... voilà, j'ai un nom comme... C'était, tu vois, l'anecdote, c'était mon comptable qui m'avait dit, écoute, Jean-François, tu as un nom qui croustille, donc mets ton nom sur le magasin, sur la façade du magasin. Et c'est vrai que la brioche feuilletée, bon, est devenue la brioche feuillette, mais bon, voilà. Mais crée ton produit, tu verras, ça fait ta sensibilité. Faut faire, tu vois, moi, il y a des produits que j'en suis dingue. Tu vois, je vends énormément de flan. Le flan vanille, moi, c'est un truc. D'ailleurs, venez le chercher dans mes boulangeries, c'est une dinguerie. Parce que c'est un produit que j'aime. Et quand tu t'aimes un produit, eh ben, tu le fais bien. Voilà. C'est comme je disais tout à l'heure, faut pas essayer de montrer à un breton à faire des crêpes, tu n'y arriveras pas. Enfin, je sais pas si t'es breton, non mais non, ça va. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup Jean-François pour ce retour d'expérience et ton témoignage. On vous souhaite une bonne fin de visite sur le salon de la franchise. Merci beaucoup. Merci.